Handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie et nous accueillons aujourd'hui M. Patrice Thuot et M. Yannick Ledreux qui travaillent tous deux au sein du CRIP de Castelnau. Je vous propose dans un premier temps, M. Thuot et M. Ledreux, de vous présenter. Oui, bonjour. Je me présente, Patrice Thuot. Donc, je suis directeur du pôle des métiers du soin au CRIP, UGCAM. Nous dirigeons un pôle des métiers du soin avec un institut de formation en soins infirmiers et un institut de formation d'aide-soignants. Et nous avons aussi des actions projets dans le cadre de ces métiers du soin. Merci beaucoup. Monsieur Ledreux. Yannick Ledreux. Donc moi, mes missions, elles s'orientent plus particulièrement sur tout ce qui est les mises en stage, tout ce qui est l'apprentissage et tout ce qui est partenariat avec les établissements publics et privés. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions du CRIP de Castelnau et la variété, la typologie des formations que vous proposez? Le CRIP existe depuis 1964 et on a créé un pôle des métiers du soin. On a développé d'une part des formations diplômantes d'infirmiers et d'aides-soignants, et puis d'autre part, en amont des formations diplômantes, des actions projets d'orientation et de validation vers un métier du soin. Un établissement comme le CRIP de Montpellier est un établissement médico-social et nos actions de formation s'inscrivent pleinement dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Notre objet, c'est la construction de formations qualifiantes en faveur des personnes en situation de handicap, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion professionnelle vers le milieu du travail. Nos objectifs sont sur 4 points, sur 4 verbes, 4 points: évaluer, orienter, former, mais aussi intégrer des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Sur notre pôle des métiers du soin, nous formons tous les ans, à titre indicatif, une centaine d'étudiants infirmiers et élèves aides-soignants. Et puis, nous accueillons environ 50 stagiaires sur les actions projet santé. De même, le pôle des métiers du soin organise des actions de sensibilisation, des actions de formation. On construit des partenariats, on élabore des projets et on développe l'employabilité des diplômés soignants en situation de handicap. En résumé, sur nos missions, nous avons une double expertise. D'une part, celle du champ du handicap et de l'inclusion, et d'autre part, celle des formations vers les métiers du soin. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les conditions d'éligibilité? Comment les personnes peuvent accéder aux différentes formations que vous proposez, qui sont dispensées par le CRIP, et derrière pouvoir aussi présenter ou décliner les modalités de prise en charge qui sont proposées? Alors, pour rentrer en formation, il y a deux axes que je vais développer. D'abord, celui du rôle de la maison départementale des personnes handicapées, ce qu'on appelle la MDPH, ou la maison départementale de l'autonomie, la MDA. Et on retrouve ces deux appellations selon les départements. Et puis le deuxième axe, ça sera l'accès aux formations qualifiantes. Concernant le rôle de la MDPH, celui-ci est de constater que la situation de handicap a eu ou a des répercussions sur le projet de vie de la personne. Et la finalité de la MDPH, c'est d'orienter vers un métier où les conséquences du handicap sont en adéquation à la fois avec les exigences professionnelles, mais aussi avec les référentiels de formation. Alors, pour exemple, dans le cadre des métiers du soin, les contre-indications sont les suivantes, c'est important de les préciser. Une contre-indication à la vaccination, ce n'est pas lié au handicap, c'est une réglementation nationale pour tous les métiers du soin. Par contre, sur les parties handicap, la contre-indication à la posture debout et au piétinement. Une personne qui est malvoyante, qui ne peut distinguer des petits caractères, comme ceux que l'on retrouve sur des ampoules injectables de médicaments. Et puis aussi les maladies psychiatriques avec des troubles sociaux, c'est-à-dire des troubles dans la relation, dans les interrelations avec les autres personnes. Ça, ce sont les contre-indications. Mais en dehors de ça, toutes les autres situations peuvent être étudiées par la MDPH, qui nous sollicite d'ailleurs souvent pour faire ces études de situation et vérifier qu'on oriente une personne vers une formation pour laquelle elle va pouvoir être en situation de satisfaire au référentiel de formation et de pouvoir exercer bien sûr ce métier. D'accord. Ça, c'était le premier point sur la MDPH.
Le deuxième point concerne l'accès aux formations qualifiantes. Pour celle-ci, en fait, c'est exactement dans les mêmes modalités que dans les autres instituts. C'est-à-dire que pour l'IFSI, donc la formation d'infirmier, c'est soit par la voie Parcoursup, soit pour des personnes qui n'ont pas le bac ou qui ont un bac plus ancien et qui ont au moins 3 ans de cotisation sociale, elles peuvent s'inscrire aux modalités de sélection pour entrer en formation d'infirmier. D'accord. Sur la formation d'aide-soignant en IFAS, c'est une étude de dossier et un entretien, et aucun titre ou diplôme n'est nécessaire pour entrer dans cette filière de formation. Et pour ce qui est du coup des différentes prises en charge, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, pour nos étudiants, on peut dire qu'il y a 3 prises en charge différentes. La première, c'est peut-être celle qui représente le plus grand nombre d'étudiants. C'est une prise en charge dans le cadre de la loi du 11 février 2005 et c'est la région qui donne une rémunération, ce n'est pas un salaire, mais une rémunération aux étudiants qui peut varier d'à peu près 680 € pour un étudiant qui n'a jamais travaillé, qui sort du bac, et qui peut aller presque jusqu'à 2000 € pour quelqu'un qui a un salaire un petit peu important. La deuxième rémunération, c'est un étudiant qui fait le choix de s'inscrire dans la voie de l'apprentissage. Et dans ce cas, il est salarié au titre de l'apprentissage. Et ce qui est un peu plus récent, ce sont donc, mettons, on va dire un aide-soignant qui a été repéré par sa structure, qui a l'envie d'évoluer dans le métier, qui est en situation de handicap. Dans ce cas, on va l'accueillir en formation. La prise en charge aura lieu dans le cadre de la formation continue et c'est l'établissement qui finance à la fois le salaire et le coût pédagogique. D'accord. Ok, merci, c'est très clair. Alors, vous le savez, on a parmi nos auditeurs beaucoup d'employeurs de la fonction publique. Alors, justement, comment se matérialisent les échanges, le partenariat avec les employeurs publics? Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Les recrutements des individus qui ont bénéficié d'une formation au sein du CRIP, comment s'articule-t-il avec les employeurs publics? Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos modalités de partenariat avec les employeurs des 3 fonctions publiques? Alors, à la limite, je dirais que la première porte d'entrée de ce partenariat, ça peut être tout simplement la mise en stage. Donc là, ça permet déjà de se connaître. C'est un premier pas entre un employeur et notre structure. Ensuite, on peut aller plus loin. On peut décider qu'effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, qui, en termes de politique un peu sociale, intéresse l'établissement. Et dans ce cas, on peut mettre en place une convention de partenariat, voilà, où on va indiquer qu'il y aura des mises en stage régulières. Nous, on va essayer de favoriser les recrutements. On va collaborer sur des thématiques, peut-être par exemple sur la semaine de handicap avec l'établissement. On a aussi des collaborations assez importantes avec les référents handicap mutualisés, voilà, sur toute la région. On peut aussi avoir des contacts réguliers avec les référents handicap des structures qui nous contactent dans le cadre d'un désir de collaborer ensemble, soit à travers le stage, soit à travers l'apprentissage. On met aussi en place sur notre établissement des forums entreprises, c'est-à-dire les entreprises viennent, elles tiennent un stand et elles rencontrent les étudiants. L'apprentissage est aussi un bon moyen de développer le partenariat pour le coup, puisque c'est vrai que c'est une rencontre plus longue avec l'établissement et l'étudiant et nous-mêmes. On peut dire aussi qu'on collabore aussi avec les référents handicap des autres instituts de formation qui peuvent rencontrer des difficultés dans l'accueil de leurs étudiants en situation de handicap. Et dans ce cas, on les accompagne sur les aménagements qui sont nécessaires. Ensuite, vous parliez de recrutement. Le recrutement, il se fait sur plusieurs points. Je dirais que la première porte d'entrée, c'est le stage. Ça paraît peut-être tout bête, mais c'est vrai qu'un stage qui se passe bien, l'étudiant aura tendance à vouloir y retourner pour y travailler. L'apprentissage aussi, c'est, je pense, un mode de recrutement qui est assez efficace. Il est rare que l'étudiant qui réalise un apprentissage dans de bonnes conditions n'ait pas envie de continuer. Après, les employeurs peuvent aussi venir présenter leur établissement. Donc, ils présentent leur établissement à un ensemble de promotions et puis ils peuvent présenter en même temps leur offre d'emploi. Voilà un petit peu tout ce qui est mis en place dans le cadre d'un partenariat sur le recrutement, sur les stages et tout ce qui tourne autour de la personne en situation de handicap. Ok, merci beaucoup. Et je voulais vous demander, aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec les employeurs publics et aussi, j'imagine, avec les entreprises privées. Ça se répartit comment? Alors, je pense qu'il y a un équilibre. Ouais. Il y a quelques années, on travaillait plus avec les employeurs privés. D'accord. Mais on sent que depuis une dizaine d'années, les établissements publics nous contactent plus facilement, ont une politique en faveur des personnes en situation de handicap qui est quand même un peu plus élaborée.
Oui. Et c'est vrai qu'il y a des contacts beaucoup plus réguliers qu'avant, qui se traduisent par des stages dans des nouvelles structures, par de l'apprentissage dans des nouvelles structures et par des recrutements dans des nouvelles structures aussi. Ok. Et puis on peut aussi préciser que le CRIF de Castelnau a une visibilité assez importante, à la fois sur le territoire de l'Occitanie, mais aussi à l'échelle nationale, avec pas mal de projets que vous conduisez, que vous portez. Ben, voilà, j'ai en tête quelques projets notamment qui avaient été conduits pour la FHF, mais il y en a plein d'autres, ce qui aussi contribue, entre guillemets, à ce que les employeurs publics qui souhaitent travailler avec des établissements tels que le vôtre s'orientent assez naturellement vers votre porte, puisque justement, ils savent que vous êtes très engagé sur ces sujets-là et que derrière, il y a aussi des choses intéressantes qui peuvent être engagées. Alors, vous évoquiez à l'instant la question de l'apprentissage. Depuis 2021, on a plusieurs décrets qui ont été publiés pour favoriser le développement de l'apprentissage, notamment dans la fonction publique hospitalière. Comment vous, justement, vous contribuez, vous participez à ce développement de l'apprentissage? L'apprentissage, c'est quelque chose d'assez récent, hein. Le premier apprentissage a été mis en 2013 avec un établissement privé, parce que c'est vrai que sur les premières années, c'était plutôt les établissements privés qui nous contactaient et qui souhaitaient développer l'accueil d'étudiants dans ce cadre-là. On va dire que maintenant, ça s'est largement équilibré. Peut-être même qu'on a plus de contact avec les établissements publics, avec l'accueil du premier apprenti sur un CHU en 2018, hein, donc c'est vraiment tout frais. Mais depuis 2018, régulièrement, des apprentis rejoignent les CHU sur toute la France, hein, pas que dans notre région. Alors c'est vrai qu'on peut citer le CHU de Montpellier qui, depuis un an, hein, donc c'est encore plus récent, accueille 6 apprentis cette année, 6 étudiants infirmiers dans le cadre de l'apprentissage. Et ça se passe réellement très bien. C'est vrai qu'on est toujours un peu surpris qu'il y ait des freins, hein, dans la fonction publique, parce que quand on sait que le FIP participe à 80% du coût pédagogique, 80% du salaire, on voit très bien qu'il n'y a pas de réel coût pour l'établissement public qui va accueillir un apprenti. Moi, je trouve que l'apprentissage a une vraie plus-value, parce que ça permet à l'étudiant, à l'apprenti, de développer la culture de l'établissement, les valeurs de l'établissement. Ça renforce les compétences, parce que je suis assez persuadé que l'accueil sur les temps de stage ou sur les temps où il effectue des missions d'aide-soignant est de meilleure qualité. Il y a une vraie immersion professionnelle, hein, sur ces temps en plus où il exerce comme aide-soignant. Oui, parce qu'on est sur un temps long. Pardon? Parce qu'on est sur un temps long dans le cadre du contrat d'apprentissage. Et puis où il gagne de l'autonomie et de la responsabilité, hein. C'est vrai que sur le temps du stage, il y a toujours un encadrement. Sur les temps de remplacement, on lui donne la responsabilité, certes dans une fonction d'aide-soignant, mais d'occuper un emploi d'aide-soignant. Et c'est vrai que ça améliore à la fois les capacités d'organisation, le travail en équipe. Donc pour moi, c'est une vraie plus-value. Puis il faut bien imaginer que dans l'apprentissage, il y a un personnage clé qui est le maître d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on peut un petit peu se rapprocher de ce qu'était le compagnonnage, un petit peu, hein. Il va l'accompagner sur tout le temps de l'apprentissage, sur toute la structure. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de choisir un maître d'apprentissage qui a une expérience, qui connaît bien l'établissement et qui saura répondre à toutes les questions que l'apprenti pourrait lui poser. Et je reste vraiment persuadé qu'on parle de recrutement, en ce moment c'est compliqué. L'apprentissage, c'est sans doute le meilleur moyen d'avoir des futurs recrutés. Oui, tout à fait. Et vous citiez tout à l'heure aussi les aides du FIPHFP qui effectivement peuvent intervenir à hauteur de 80% du coût salarial chargé de l'apprenti en situation de handicap. On peut aussi préciser que le temps passé par le maître d'apprentissage à accompagner l'apprenti en situation de handicap peut lui aussi faire l'objet d'une prise en charge et d'un remboursement par le FIPHFP. Donc c'est vrai que le FIP, un peu en lien avec les orientations politiques, hein, depuis quelques années, mais vraiment le paquet, ça on peut le dire, sur l'apprentissage, et ça se traduit notamment par des financements qui sont relativement importants. Alors, au-delà du recrutement, comment est-ce que les employeurs publics peuvent mobiliser le CRIF pour leurs agents en situation d'inaptitude, ces agents en situation d'inaptitude qui souhaitent s'engager dans un parcours de reconversion professionnelle? Alors à ce jour, on est encore assez peu sollicité sur cette thématique-là. D'accord. Certainement lié aussi aux évolutions que Yannick Ledreux a parlé tout à l'heure, des évolutions récentes d'implication vraiment dans des politiques handicap avec ce titre tel qu'on en parle aujourd'hui. Mais ça peut se faire sur la demande d'un établissement, bien sûr en accord avec l'agent concerné. On peut faire une étude individuelle de son parcours professionnel, de son projet, des conséquences de sa situation de handicap.
et bien sûr dans la perspective d'une montée en compétences ou de retravailler de nouvelles compétences pour aller vers un métier du soin. On peut dire que quel que soit le poste qu'il a aujourd'hui dans un établissement de santé, qu'il soit sur le plateau de santé, le plateau technique, médical, paramédical ou technique, ben effectivement, on peut avoir quelqu'un qui s'oriente vers un métier du soin dans une deuxième partie de sa carrière. Et puis conjointement, nous faisons des interventions de sensibilisation sur la thématique du handicap et l'emploi dans les métiers du soin pour faire évoluer les choses, pour montrer qu'en fait, l'accès est possible, c'est-à-dire qu'on peut être en situation de handicap et on peut être tout à fait à même d'exercer un métier du soin et d'être tout à fait compétent et performant. Exactement. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est un renversement un peu de culture quand même, parce que historiquement ou schématiquement, on a un petit peu en tête le fait que ce sont plutôt les aides-soignantes en fait qui vont avoir tendance à se reconvertir vers d'autres métiers du fait de leur carrière professionnelle, des problématiques de santé qu'elles ont pu avoir au cours de leur carrière, alors que finalement, vous démontrez un petit peu le contraire en formant justement des personnes en situation de handicap vers ces mêmes métiers. Donc voilà, c'est aussi intéressant que vous puissiez conduire d'actions de sensibilisation pour renverser justement cette pensée qu'on peut avoir un peu schématiquement. Pour compléter ce point-là, on peut dire qu'en fait, nous, chaque situation individuelle est une nouvelle situation à part entière. Elle doit être personnalisée pour qu'on puisse aller au-delà de se dire il a telle pathologie, donc il peut faire ou ne pas faire. L'approche n'est pas là. Elle est sur une étude sur les conséquences du handicap et dans la perspective de sa vie professionnelle, voire même peut-être personnelle, pour voir comment la personne a compensé et vers quoi elle a développé peut-être déjà des compétences et une plus-value peut-être même par rapport à ça, ou en tout cas comment elle a construit son projet, comment elle le développe, et de pouvoir la faire cheminer là-dessus. Et la question est toujours sur l'approche compétence, et non pas sur uniquement on va la repositionner dans un autre poste. Donc, on va au-delà de l'approche qu'on a des postes aménagés. Ça, c'est un point qui est une culture positive dans les établissements. Mais dans les postes aménagés, est-ce qu'on questionne toujours les compétences pour même donner la possibilité de gagner de nouvelles compétences, voire même de monter en niveau de compétences, comme par exemple passer d'aide-soignant à infirmier? Ça n'est malheureusement pas encore suffisamment le réflexe dans les établissements publics d'une manière générale. Alors, les 3 dernières années ont été un peu particulières, elles continuent d'ailleurs de l'être du fait de la Covid-19. Justement, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur la situation des stagiaires du CRIP, des personnes qui étaient formées au sein de votre établissement, sur le taux d'insertion, sur leur situation en formation, etc. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait presque un arrêt-primage, on va dire, dans l'établissement public, et qu'à limite, et ça peut se comprendre, la problématique du handicap est peut-être passée sur un deuxième plan. De notre côté, nous, ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'on a toujours eu quand même beaucoup de relations avec les établissements. On n'a jamais arrêté le lien qu'on avait, on n'a jamais arrêté le fait de collaborer ensemble. On a en plus, sur cette crise-là, on a su mettre à disposition nos étudiants en renfort sur certains établissements publics qui pouvaient en avoir besoin. Donc, ce qui fait que le lien n'a jamais été rompu. Et l'insertion, pour le coup, il n'y a pas eu de conséquences sur l'insertion des étudiants en situation de handicap de notre établissement. Ils ont toujours été recrutés de la même façon et, la politique qu'on avait mise en place les années d'avant, elle a finalement continué. Peut-être ce que je peux voir quand même, c'est que là, j'étais avec les référents handicap de Rhône-Alpes. Ce qu'on peut constater, c'est quand même le taux des 6%. Certains établissements s'en sont un petit peu éloignés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu peut-être un arrêt sur image et qu'il faut un peu reprendre cette nouvelle dynamique-là. D'accord. OK. Et alors, au-delà de la crise sanitaire, plus largement, est-ce que, de votre point de vue, vu que vous avez une position spécifique, un petit peu extérieure, mais quand même dedans, du sujet du handicap dans la fonction publique, est-ce que vous pensez justement que le sujet du handicap, il a progressé dans la fonction publique, notamment hospitalière, au cours de ces dernières années, et quels sont les différents défis qu'il vous semble opportun de relever à l'avenir? La thématique du handicap et de l'emploi à l'hôpital, elle a progressé. Mais pour autant, les progressions sont très hétérogènes. Elles varient selon l'intention de la direction à ce sujet, et puis aussi selon les missions du référent handicap. On voit que c'est une fonction qui s'est faite dans de nombreux établissements,
sauf peut-être dans des établissements de petite taille, mais par exemple, le FIP a soutenu de former des référents mutualisés pour ces petits établissements. Malgré tout, il y a encore des progressions hétérogènes. Certains référents handicap n'ont parfois pas de temps dédié à cette thématique. C'est souvent noyé dans d'autres missions. Autre exemple, on a rencontré récemment un référent handicap qui est à mi-temps pour gérer 5 établissements et 24 000 salariés. Vous voyez, gérer 5 établissements et 24 000 salariés, rien que de cibler ces données chiffrées pour une seule personne à mi-temps, ça paraît assez peu. Dans d'autres établissements, on a un référent handicap qui est nommé, qui intervient en coopération avec le service de santé au travail, avec le service RH, avec la direction des soins. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus constitué dans une démarche qui est déjà de pluri-partenaires du même établissement, voire avec des personnalités extérieures. Alors, il reste, bien sûr, avec ce que je vous dis, un travail d'acculturation à poursuivre sur la politique handicap dans les hôpitaux publics. Et puis, une légitimité aussi encore à allouer, à accorder, à développer pour les référents handicap. Oui, parce qu'en plus, c'est un métier qui est émergent quand même, le métier de référent handicap, qui a tendance aussi à se professionnaliser. Donc, c'est vrai que la question de la légitimité, c'est notamment un des sujets dont on a parlé avec M. Frédéric Lacaze dans l'un des podcasts, je crois que c'est le podcast numéro 3, je crois, de cette série, où justement, on a un petit peu évoqué cet enjeu autour de la légitimité du référent handicap qui vient et qui va venir progressivement avec notamment aussi la professionnalisation de ces derniers. Pour continuer dans la réponse à la question, de nombreux instituts de formation aussi au métier du soin sont adossés à un hôpital public. Ça, c'est important de le préciser, avec des référents handicap qui sont internes à l'institut ou où celui de l'hôpital va aussi participer à l'institut de formation. Il reste aussi sur ce point-là à professionnaliser ces référents. C'est encore plus récent que les référents d'établissements sanitaires en tant que tels. Et puis, il faut aussi professionnaliser les équipes pédagogiques pour avoir des expériences qu'elles soient constructives dans le maintien ou dans le recrutement dans les métiers à l'hôpital. Comme pour l'apprentissage, nous sommes ouverts pour développer de la formation accompagnée. Vous savez que c'est un sujet dont on parle depuis quelque temps dans les instituts. Donc, la notion de formation accompagnée, nous sommes tout à fait nous porteurs de ces messages-là. C'est effectivement ce que l'on fait quand on est sollicité par un institut sur une situation individuelle d'un étudiant ou d'un élève aide-soignant. Voilà. C'est quelque chose pour lequel on a, nous, cette double expertise, pour lequel on est sollicité, pour lequel on est sur un enjeu de professionnaliser cette partie-là, c'est-à-dire de pouvoir la développer sur chaque territoire de façon beaucoup plus conséquente. Aujourd'hui, on y répond de façon informelle et on peut participer à être beaucoup plus actif pour qu'en fait, on participe à développer une politique handi-accueillante dans les instituts. Là, j'insiste sur ce point. En synthèse, c'est bien le fait d'avoir des expériences constructives pour dépasser les représentations négatives du handicap dans l'emploi à l'hôpital. C'est toujours cette idée-là que nous avons en arrière-plan, qui est importante pour que, en fait, même si les personnes ne vont pas jusqu'au bout de leur parcours ou s'il y a encore des difficultés, pour autant, on a mis en place des moyens et on n'est pas resté sans zéro solution. Oui, exactement. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire comment les établissements peuvent vous contacter et vous mobiliser? Le plus simple pour nous contacter, c'est d'aller sur notre site internet. Vous faites www.crip-34.fr. Donc, je répète le site internet www.crip-34.fr. Et sur la page d'accueil, vous pouvez trouver un mail de contact sur lequel vous formulez votre demande. Elle nous sera transmise, notamment sur toutes les filières des métiers du soin. C'est nous qui les traiterons, soit Yannick Ledreux, soit moi-même. Ça marche, c'est clair. Et puis, nous profiterons effectivement de ce podcast pour remettre le lien vers votre site internet pour que les personnes qui effectivement ont des questions ou des situations sur lesquelles potentiellement vous pourriez être amené à intervenir, vous pourrez vous contacter assez facilement. Et bien, écoutez, merci. Le mail aussi. Oui. On vous mettra le mail comme ça, il sera inscrit, lui. Le lien sera inscrit et le mail aussi, donc ça sera parfait. Ouais, ça marche. Et bien, écoutez, avec plaisir.
Un grand merci à vous, Monsieur Ledreux, Monsieur Thuot, pour le temps que vous nous avez accordé pour ce podcast. Et puis, je vous dis à très vite. Oui. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée à tous. Au revoir. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie. À très bientôt.